tu vois, c'est encore un de ces paradoxes qui... Tu crées de la souffrance au départ ou une forme de, tu vois, d'inconfort qui est assez puissant pour créer du bien-être derrière. Mec, je suis impressionné par ta capacité à percevoir et laisser être l'émotion à l'intérieur de toi. Je vois que ça fait 2 fois, peut-être même 3, que t'as des larmes qui viennent et tu le nommes et je te sens dans cette émotion. Quand je sors de mon master, je me dis, mais c'est dingue parce que 6-7 ans avant, les conseillers d'orientation, ils n'auraient pas misé une pièce sur moi, tu vois. J'ai la mâchoire qui est pas comme ça. J'ai le bras qui est pas comme ça. On focalise sur ces trucs-là et pour reprendre les mots que tu disais avant et on oublie qu'on est millionnaire sur tout le reste. Et ils vont dire à un pote, putain, ton pote, il est trop confiant. Alors qu'à l'intérieur de moi, c'est le chaos. Et je me dis, mais en fait, c'est fou. Comme avec juste ce truc d'aller faire une action inconfortable, ce que les autres peuvent percevoir de toi. Et salut, bienvenue sur le podcast de Roots. Je m'appelle Alexandre. Et si je te propose ce programme, c'est parce que je me suis rendu compte en tant que patient, mais aussi en tant qu'infirmier, que la prise en compte de la partie sensible, les émotions et toutes ces choses qu'on voit pas forcément, ont un très fort impact sur la santé mentale et indirectement sur la santé au global. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher, ou quand j'ai voulu chercher un professionnel, je me suis retrouvé face à des discours qui se ressemblaient et une très grande difficulté à savoir qui choisir. Alors je prends le parti, avec ce podcast, de te faire rencontrer les professionnels à travers ce qu'ils ont vécu de facile, mais aussi de douloureux pour que tu comprennes ce qu'ils ont changé pour eux et ce qu'ils peuvent t'aider à changer dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle rencontre et une nouvelle écoute. Je te souhaite un très bon moment. Je suis entraîné, je me suis foiré des dizaines, voire des centaines de fois, voire des milliers de fois, pour pouvoir en arriver à un moment donné à être performant dans un art, quoi, tu vois. Ça me parle tellement le truc. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de plus impressionnant qu'un artiste qui est dans son art et qui donne l'impression que c'est simple. Et quand on veut faire le truc, de se rendre compte que en fait, c'est incroyablement difficile. Ouais. Je crois que le cerveau n'est pas câblé pour comprendre que quelque chose qui paraît simple à réaliser demande énormément de travail derrière. Mais en fait, il l'est pas parce que pour la simple et bonne raison que nous, êtres humains, on voudrait que tout aille vite. Et la société, aujourd'hui, nous pousse vers ça, tu vois. C'est hyper facile, tu vois, pour trouver un compagnon, une chérie, ben, tu as des réseaux qui sont liés à ça, tu vois. Donc, tu vois, tu peux swiper pour trouver quelqu'un. Pour commander de la bouffe, tu vas sur Uber Eats et en 2 clics, tu peux commander ton repas. Donc, tout est facile aujourd'hui. En tout cas, la société nous pousse vers une consommation hyper simple. Donc, c'est vrai que c'est plus facile pour quelqu'un de se dire « Ah, mais tiens, c'est inné ce qu'il a, tu vois. Il a réussi, ah, il a de la chance. Ah, il parle bien, il a toujours bien parlé. » Alors que au fond, paradoxalement, je ne sais pas si tu te rappelles dans la conférence, j'ai demandé aux gens de quoi ils étaient vraiment fiers dans la vie. Ouais. Tu vois, c'est une question que je pose parce que, tu vois, paradoxalement, on voudrait que tout aille vite d'un côté pour pas souffrir, pour pas se confronter à l'inconfort. Et de l'autre, ce qui nous rend vraiment fiers dans la vie, c'est ce qu'on a eu avec difficulté, c'est ce qui nous a demandé de l'inconfort, c'est ce qui nous a demandé de répéter. Et donc, tu vois, c'est un des plus grands paradoxes de l'être humain, c'est que fondamentalement, en fait, ce qui nous rend heureux à terme, c'est ce qu'on a eu avec complexité. Ouais, ça me parle. Ah, ça me parle de plein de choses. Ça me parle de... Est-ce que tu as déjà entendu parler de Romain Bouvet ? Oui. Et il explique que du coup, chercheur en neurosciences appliquées à la sociologie, qui étudie le comportement du cerveau dans les interactions sociales, qui développe des concepts autour du neuromarketing, comment est-ce qu'on peut s'adresser au cerveau pour le maintenir ouvert à un message et faire en sorte qu'il ne se sente pas agressé par ce message-là. Et à un moment donné, dans ses recherches, puisque du coup, scientifique recherche, il montre que même si consciemment, on a tendance à dire que dans les sitcoms, on n'aime pas les rires et les applaudissements, en fait, les recherches montrent que en fait, on apprécie moins, on témoigne moins apprécié quand il n'y a pas les bruits. Ouais. Donc, il y a ce que consciemment on demande et ce que inconsciemment on demande aussi. Oui. Et il y a une grande différence entre j'ai envie de ça, alors qu'en fait, très profondément, on est tellement habitué à quelque chose que ça ne fonctionne pas sans. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, je pense que c'est là où il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui devraient se poser vraiment la question, une question fondamentale de c'est quoi le bonheur ? Tu vois ? Parce que en fait, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on confond le plaisir et le bonheur. Genre le shoot de dopamine avec le bien-être profond. Je te prends la course à pied dont je te parlais tout à l'heure, le trail. Je suis jamais aussi bien après que quand je me suis fait une séance où je me suis dépouillé pendant. Donc, tu vois, c'est encore un de ces paradoxes qui... Tu crées de la souffrance au départ ou une forme d'inconfort qui est assez puissant
pour créer du bien-être derrière. Et donc, aujourd'hui, on a associé bonheur, bien-être à ne plus souffrir. Et d'ailleurs, quand tu parles de bien-être au travail aujourd'hui, quand tu entends les gens, ils voudraient ne plus vivre d'inconfort dans le travail. Ils ne voudraient plus vivre de choses qui sont inconfortables. Alors que, fondamentalement, l'évolution aujourd'hui, on le sait, c'est prouvé même chez les enfants. Il y a des études qui ont été menées à Oxford qui montrent que pour qu'un enfant se développe correctement, il doit avoir un équilibre quasi parfait entre du chaos, de l'inconfort et de la sécurité. Ah ouais. Et donc, ça montre qu'on a besoin des deux pour évoluer, pour grandir, et que le bien-être, notre bonheur, notre évolution ne passe pas par juste un côté de la phase, le plaisir. Ouais. Ça passe par les deux côtés. Et je reste fondamentalement persuadé que ce qui est valable pour un gamin ou pour un petit, c'est aussi valable pour nous, adultes. 100%. Ah, c'est marrant, ça me connecte à ma chérie qui est du coup ingénieure agronome spécialisée sur la fertilité des sols. Donc elle observe comment les sols d'une parcelle évoluent pour leur apporter naturellement ce dont il y a besoin pour que la vie vive et fertilise le sol. Et elle expliquait que s'il n'y a pas assez de stress, la terre s'appauvrit. S'il y a trop de stress, la terre s'appauvrit. Et qu'il y a un juste milieu entre les deux. J'ai vraiment l'impression que, je sais pas, ça se corrèle. Le fonctionnement de la nature, le fonctionnement de l'humain. Mais tout est lié. Et je pense qu'on devrait plus apprendre de la nature et de ce qui nous entoure. Et que, encore une fois, on a besoin des deux. C'est juste une histoire l'histoire qu'on se raconte, que c'est pas bien d'avoir un peu de souffrance, etc. Pareil, récemment, je tombe sur un reportage sur Arte qui parle de résilience, qui parle de peur, de stress, etc. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction du reportage où ils disent que quand on était des hommes préhistoriques, l'homme préhistorique qui avait trop peur était immobile et du coup mourait de faim. Et celui qui n'avait pas assez peur se faisait manger par les autres. Enfin, par les autres, ça induit les animaux, tout ce qui est dangereux. Et donc, ça montre que finalement, même le stress est bon. Tu vois ce que tu dis, il doit y avoir quelque chose qui percute aussi un peu parce que sinon, tu n'es plus attentif. Même dans le business, tu n'es plus humble, tu te remets plus en question et tu n'avances plus. Donc, en fait, ce n'est pas une histoire de bien ou de mal. Je pense que c'est ça vraiment que l'être humain doit apprendre à comprendre. C'est qu'il n'y a pas de bien ou il y a de mal. Il y a quel équilibre je trouve dans les choses que je fais. Trop. 100% d'accord avec ça. Dorian, tu nous as parlé un peu de ton enfance. Où est-ce que tu aurais envie de commencer ton histoire qui amène à cet homme aujourd'hui qui dit « osons les difficultés » ? Je pense à mes 10 ans, quand ma mère me sort cette phrase. Et tu vois, j'ai commencé mon livre par cette phrase, en disant que cette phrase a créé chez moi une détermination, une résilience et une envie d'avancer dans la vie qui est énorme, qui est immense. Et du coup, j'aurais envie de la commencer à ces 10 ans, en disant que finalement, depuis ces 10 ans, il y a eu plein d'épreuves, il y a plein de choses qui ont été compliquées à vivre, que ce soit émotionnellement, dans mon rapport aux filles, dans tout. Mais aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis, je crois, d'être en recherche de sens bien plus tôt et bien plus... à un âge bien plus tôt que la moyenne et donc d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Et tu vois, quand je regarde le parcours, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de gratitude pour ce que j'ai été et régulièrement, si on va plus loin dans ma pratique du sport, par exemple, il y a plein de fois où je rentre en transcendance parce que j'ai l'impression de faire ce que je fais pour mon enfant de 10 ans. Vas-y, du coup, la phrase que ta mère te dit à cette époque-là, c'est « osons les difficultés » ? Non, elle me dit non, c'est pas ça. Elle me dit ce que je t'ai partagé tout à l'heure. Elle me dit, voilà, dans une crise de colère, comme elle a perdu un enfant, elle me dit si j'avais le choix, je t'échangerais contre l'enfant que j'ai perdu, quoi. Ok. Et sans toi libre de me dire comment c'est pour toi de pas répondre si tu préfères pas, mais ça te fait quoi, toi, à ce moment-là, quand t'as 10 ans, t'entends ça ? En fait, t'es choqué. Et ce qui est fou, c'est que quand tu es face à un parent qui est comme ça, qui
qui a mal, hein, parce qu'en fait, faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il n'y a pas de gens méchants, il y a que des gens qui souffrent. Et si tu veux, je me suis répété ça pendant des années avec ma mère, et je pense que c'est pour ça que j'ai un attrait aussi fort pour la psychologie, c'est parce que finalement, depuis que j'ai 10 ans, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il a pu se passer dans sa tête pour me sortir ce genre de truc, parce que là, je te partage un truc, mais des choses, il y en a eu beaucoup plus, tu vois, avec ma mère, des crises d'hystérie, de la colère. Et je sentais que finalement, tu vois, avec le recul, c'était une incapacité à gérer ce qui se passait à l'intérieur d'elle, et que du coup, c'était tellement dur pour elle que c'était moi qui étais là, tout seul avec elle, qui a pris, tu vois. Mais donc du coup, voilà, ça a créé chez moi cette envie de résilier, d'accompagner, d'être ça m'a créé de l'empathie, une empathie extrême pour les autres, parce que du coup, j'ai compris depuis très longtemps comment fonctionnaient les autres, et j'ai appris à détecter les micro-comportements chez les autres au niveau émotionnel, et donc voilà, ça m'a permis d'évoluer grandement. Et d'ailleurs, tu vois, là, je suis en train de te parler, j'ai oublié ta question de base. Qui était quand tu as reçu cette phrase, qu'est-ce que ça a généré chez toi? Et donc, du coup, oui, pour te répondre, ça a généré, c'est un traumatisme, c'est un choc, parce que finalement, à 10 ans, t'es pas armé pour comprendre ce qui est bien de ce qui est pas bien. Et surtout, tu te dis, c'est de ta faute. Tu vois, plus tard, j'ai rencontré des gens qui avaient été agressés sexuellement. Et tu vois, je dis pas que c'est pareil, ça n'a rien à voir. Mais ce que j'ai ressenti, c'est un peu la même chose. Je me suis senti coupable, tu vois, de son état à elle, quoi. Et tu vois, j'ai été suivi pendant des années, et je continue de me faire accompagner sur l'aspect émotionnel. Et il y a un truc qui est ressorti récemment, c'est que dans ma vie et dans mes relations amoureuses notamment, j'avais une difficulté à rendre l'autre responsable de ce qui pouvait arriver dans le couple. C'est-à-dire que je me rendais responsable de tout ce qui se passait mal. Un peu comme si je reproduisais l'histoire qu'il y avait eu avec ma mère. Et donc, du coup, c'était compliqué pour moi d'exprimer ce qui n'allait pas chez l'autre. C'était compliqué pour moi de prendre conscience que parfois, j'avais des émotions. Et donc, voilà, tu vois, ça a été très difficile. Ça l'est encore parfois. Mais aujourd'hui, j'en ai conscience. Donc, à partir du moment où tu as de la conscience, tu peux déjà enrayer le processus. Carrément. C'est, je sais plus qui dit ça, que le savoir, c'est le pouvoir. C'est Idriss Aberkan, je crois. Non, je me mouillerai pas. J'ai l'impression que c'est un truc qui est tellement big comme. Oui, mais en tout cas, lui, il le reprend beaucoup. Ouais. Ce truc-là, en tout cas, il l'a beaucoup appliqué à sa vie. J'ai vu une interview récemment de lui, justement, où il explique que pour lui, c'était le savoir, c'était une façon de ne pas se faire prendre au piège que la société peut nous tendre. Ouais. Donc, quelque part, c'est le pouvoir aussi. Carrément. Du coup, t'as 10 ans, tu reçois cette phrase, il y a quelque chose du registre de la culpabilité qui s'installe à l'intérieur de toi, mais une forte empathie. Très tôt, tu commences à te rendre compte que tu peux te mettre en phase avec ta mère, avec les problèmes de ta mère, chercher à comprendre ce qui se passe là-dedans. Tu te dis que tu as envie d'apporter du bien à l'écoute des musiques qui sont propulsées par des gens qui ont un impact dans le monde. Tu te dis que tu as envie d'avoir cet impact dans le monde toi aussi. Comment tu grandis? Qu'est-ce que tu deviens par la suite? En fait, je pense que de mes 10 à 15 ans, ça va être compliqué parce que je vais aussi rentrer dans l'adolescence. Et là, en fait, je vais rentrer dans une relation très, très conflictuelle avec ma mère, okay, où je me rends compte que depuis toujours, je n'ai jamais accepté l'oppression, et que, si tu veux, j'ai toujours été dans la confrontation. Et c'est ce qui a parfois provoqué des très, très violentes disputes, mais très violentes. Et si tu veux, à l'époque, je me disais, putain, mais t'as un problème pour être autant en confrontation, c'est ta mère, tu devrais presque accepter. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui m'a sauvé, d'être dans une forme de confrontation et de ne pas accepter cette situation, de ne pas la laisser faire, de ne pas la laisser prendre le dessus sur moi. Mmh. Et donc, du coup, ça a été assez violent, à tel point qu'à 14 ans, je passe chez le juge pour aller vivre chez mon père. Et donc là, je passe d'une extrême à l'autre parce que mon père est ultra protecteur. C'est le papa poule par excellence. Tu vois, je suis ému à l'idée de t'en parler parce que lui, c'est de l'amour à l'état pur. Et donc là,
ça va être un peu comme une cocotte minute parce que du coup, toute la frustration que j'avais eue avant, bah là, va sortir. Je vais faire plein de conneries à mon adolescence. Il va y avoir aussi quand même de la colère qui va toujours être là. Mais en tout cas, je vais retrouver mon sentiment de liberté et ça va être génial parce que je vais pouvoir prendre mes propres décisions. À tel point qu'au lycée, ça se passe pas bien pour moi, je trouve pas de sens. J'ai mon bac ric-rac au rattrapage. À la suite de ça, tous les vœux que j'avais fait sur post-bac me sont refusés, donc je vais travailler 2 ans à l'usine. C'est pas l'expérience la plus ouf que j'ai eue professionnellement, mais par contre, ça m'a appris que j'aimais être dans l'action, j'aimais travailler et j'aimais gagner de l'argent parce que l'argent m'offrait de la liberté. Et donc, à la suite de ça, je vais reprendre mes études en alternance dans le commerce et je vais les pousser jusqu'au master. Je vais faire une grande école de commerce, un master à Montpellier Business School. Et ce qui est fou, c'est que quand je sors de mon master, je me dis, mais c'est dingue parce que 6-7 ans avant, les conseillers d'orientation, ils n'auraient pas misé une pièce sur moi, tu vois. Carrément. Alors attends, parce que Dorian, je te sens super enthousiaste et à la fois, je me rappelle que dans nos échanges auparavant, il y a des éléments de ton histoire qui sont cruciaux. Déjà, je savais pas que tu étais passé à l'usine et je trouve que c'est une expérience qui est, moi, qui me fait peur. Tu vois. J'imagine plein de trucs, etc. Mais que du coup, tu me dises que c'est venu alimenter quelque chose à l'intérieur de toi en mode rencontrer ta capacité à travailler, commencer à cultiver une relation à l'argent et te dire que tu as envie d'en faire plus. Et il y a quand même un gap entre je sors du collège, du lycée avec ric-rac ce qu'il faut, tout refuser et rentrer dans une école de commerce. Qu'est-ce qui fait que du coup tu as envie de rentrer dans une école de commerce alors que tu avais des résultats qui a priori te permettaient pas ça, quoi? Un seul mot, le sens. Vas-y. Le sens que je donne à tout ça. Et si tu veux, pour moi, je me suis posé une question très simple. Tu sais, je t'ai dit, je manquais de confiance en moi énormément. J'ai aussi eu une forme de handicap puisque j'avais une malformation de la mâchoire jusqu'à mes 20 ans qui faisait que j'avais la mâchoire serrée, la mâchoire décalée, que j'avais les dents complètement décalées. Donc quand je souriais, c'était horrible. Je dis en conférence en rigolant que quand je souriais, je ressemblais plus à un requin qu'à un être humain. Et donc si tu veux, ça a été difficile pour moi de connecter avec les gens alors que c'est ce que je recherchais puisque j'en avais manqué quand j'étais enfant. Et du coup, cette malformation de la mâchoire, j'ai eu beaucoup de rejets avec les filles, à tel point que je pensais sincèrement au moment que j'allais faire 40 ans toujours plus haut, tu vois. Et donc, il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, j'accepte pas ce qui m'arrive. Je vais aller aborder plein de filles. Ça a commencé en boîte de nuit. J'ai abordé plein de filles. Les techniques étaient pas ouf, mais j'ai appris à connecter. J'ai appris à identifier chez les autres voilà, les micro-comportements, les micro-trucs qu'il pouvait y avoir sur un visage qui faisaient que j'avais un intérêt ou j'en avais pas, ou que quand je disais tel truc, j'avais un intérêt ou j'en avais pas. Et donc, si tu veux, ça a créé un kiff chez moi que de rentrer en relation avec les autres. Et quand j'étais à l'usine, je m'ennuyais terriblement et je me suis posé cette question toute simple. Qu'est-ce que tu kiffes faire? Et je me suis dit, ce que moi je kiffe, là, c'est séduire, tu vois. À ce moment-là, c'était ça. À 19-20 ans, c'était ça. Je me suis dit, tiens, tu vas devenir commercial. Tu vas devenir commercial, ça va te permettre de rentrer en relation avec les autres, ça va te permettre de te confronter au regard des autres. Et encore une fois, tu vois, j'ai toujours eu ce truc de me dire, tiens, confronte-toi pas au truc confortable, confronte-toi au truc qui donne du sens à ce que tu veux devenir. Et donc, je commence commercial, je me rends compte au fur et à mesure que ce que j'aime, c'est mener des projets, même dans l'entreprise où je suis, que c'est aussi manager, accompagner les autres. Et donc, j'évolue vers du management, je deviens... À terme, là, je fais vite, mais 6 ans plus tard, dans l'entreprise où je suis, où j'ai fait toutes mes études et où je suis rentré en bas de l'échelle, je deviens directeur général de la boîte. Boîte qui fait x2 en 2 ans. On passe de 600 000 euros de chiffre d'affaires à 1,5 million. Il y a une énorme croissance, plein d'apprentissage, plein de développement. Et à côté de ça, passionné de psychologie, je me forme au coaching professionnel, à l'accompagnement, à la préparation mentale, à la programmation neurolinguistique. Et puis vient le moment où j'ai envie de croiser tout ça et de créer ma propre entreprise où je fais ce que je fais aujourd'hui, du coaching, de la conférence, du podcast et voilà, tout ce qui me fait kiffer. C'est incroyable. C'est trop cool parce qu'en fait, je te pose une question et du coup, ça te donne plein de fils à tirer pour dire j'en arrive là. Et en fait, j'ai envie de te ramener un petit peu en arrière. Ouais, bien sûr. Moi, j'expose pour que les gens qui vont écouter temporellement se disent voilà, très rapidement une synthèse de ce qu'il y a et puis après carrément pour creuser. C'est trop cool parce que du coup tu permets de dire en fait il en est arrivé là. Ouais. Du coup ça donne aux gens le truc de dire mais comment il a fait? Et du coup c'est trop cool parce que ça me donne juste l'occasion de surfer sur cette vibe là et du coup revenons en arrière.
Tu kiffes séduire. Et c'est antinomique parce que du coup, il y a quand même plein de trucs qui jouent contre toi à ce moment-là. Ah, mais complet. Hein. Handicap, tu vois. Ah ouais. Et en fait, tu cultives. Enfin, je suis impressionné par ta pugnacité, ta ténacité. Enfin, je veux dire, ça me bluffe. Et du coup, tu te dis, tu vas devenir commercial, etc. Je me rappelle dans nos discussions qu'il y avait un fort intérêt de ton côté aussi à faire du consulting. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, de participer à un cabinet conseil? Qu'est-ce qui est stimulé à l'intérieur de toi à ce moment-là? En fait, j'ai toujours aimé dans le conseil, le coaching, j'ai toujours eu un attrait parce qu'il y avait cette notion d'aider, d'accompagner l'autre à évoluer. Encore une fois, évoluer dans quoi, je ne savais pas à l'époque, mais j'avais déjà ça. Et souvent, ce qui m'a permis d'avancer, d'évoluer des fois rapidement, c'est de ne pas vouloir toujours la bonne réponse directe, tu vois, et de me dire, je vais me diriger vers ça, et les réponses, elles arriveront sur le chemin. Mike Horn dit, quand il part en aventure, Mike Horn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands aventuriers qu'il y ait sur Terre, dit que pour partir en aventure, il doit avoir seulement 15% de réponses au départ et que les 85% restantes de ces réponses, il les trouvera sur le chemin. Ben, moi, c'est vraiment ce que je me suis évertué à faire. Je ne me suis pas dit « Ah tiens, trouve le métier direct qui te plaît ». Non, la meilleure idée que j'ai maintenant, c'est que j'aime plaire et donc je vais aller faire du commercial. Et à un moment donné, la meilleure idée que j'ai eue, c'est j'ai envie d'accompagner, j'ai envie d'aider, je vais aller faire du conseil. Donc, je me suis orienté vers ça et je me suis aussi rendu compte que ce métier-là me donnait un autre truc que j'aimais beaucoup, c'était que ça m'apportait de la diversité dans les activités que je pouvais faire. Parce que quand tu accompagnes quelqu'un en coaching ou en conseil, les problématiques d'un, c'est pas les problématiques de l'autre. Et même plus loin que ça, les problématiques, même si tu as deux problématiques similaires, tu vas avoir deux façons de les traiter parce que chaque être humain est différent, qu'il a une histoire différente et qu'il va avoir besoin de créer sa recette différemment de l'autre. Donc c'est ça, moi, qui m'a attiré, c'est cette diversité que ça me procurait. Ok. J'ai vraiment envie d'aller chercher ce qu'il y a dans cette diversité qui te fait trouver tout ce sens et qui te donne l'énergie. Parce que vraiment, je reviens là-dessus, mais je repense au môme que j'étais quand j'étais collège, lycée. J'étais un mec malin, mais j'en avais rien à foutre en fait. J'avais pas du tout envie, il n'y avait pas mon truc qui était stimulé. J'entends que je projette un petit peu sur toi, je me dis que tu étais probablement un garçon un peu comme ça aussi, tu vois. Ouais. Et qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'est éveillé à l'intérieur de toi. Et j'ai vraiment envie qu'il y ait des gens qui se disent, en écoutant ce podcast, qui se rendent compte que peut-être qu'eux aussi, ils étaient un peu en mode les couilles, tu vois, mais qu'en fait, ça leur interdit pas l'accès à de grandes écoles, à des postes à responsabilité, des gros chiffres d'affaires. Et j'ai vraiment envie d'aller chercher ce truc qui s'est allumé à l'intérieur de toi et qui t'a donné de l'énergie. Donc, alors, juste, je me permets de te dire, parce que je trouve ça hyper intéressant ce que tu es en train de dire, mais j'ai vraiment envie de dire que le truc allumé, il l'était déjà en réalité. Ouais. C'est juste que la façon dont la société nous fait croire que ça doit être allumé, c'était pas dans ce sens-là. Okay. Tu vois, on te dit, ouais, pour réussir dans la vie, enfin, entre guillemets, le dogme, c'est tu dois être bon à l'école, plus jeune. Et donc, si t'aimes pas l'école, tu te dis que t'es pas fait pour réussir. Sauf qu'en fait, moi, j'ai jamais été feignant dans la vie, au quotidien. J'étais feignant à l'école parce que je n'y trouvais pas de sens. Mais je raconte dans mon livre que, par exemple, j'ai toujours fait du sport 4 fois par semaine. Je faisais des trucs de ouf. Tu vois, je prenais des bus qui m'amenaient 1h30 plus loin pour faire du BMX à l'époque. Mon père, j'ai toujours partagé la pêche avec lui. Le week-end, quand j'étais au lycée, il me réveillait à 6h30 le week-end, le samedi et le dimanche pour aller à la pêche. Je kiffais ça. Donc, fondamentalement, je n'étais pas du tout feignant. C'est juste que là où on m'avait mis, à l'école, je ne trouvais pas de sens. Donc, en fait, j'avais déjà un truc allumé en moi. Mais c'est juste que j'ai eu besoin de prendre cette flamme-là et de la diriger au bon endroit pour que ça marche et qu'il y ait en face un retour, tu vois. Ok. Dans ce cas, est-ce que, peut-être que tu l'as déjà dit, je vais poser une question qui va te faire te répéter, je t'invite à me le dire. Qu'est-ce qui a allumé cette flamme à l'intérieur de toi ? Pas qui t'a permis de la réorienter plutôt. Alors, je pense que c'est toutes ces questions très simples. Vas-y. Je pense que c'est qu'est-ce que tu kiffes là maintenant ? Ouais. Qu'est-ce que tu kiffes faire ? Fais-en ton quotidien, tout simplement. Déjà, c'est ramener de la simplicité. Je pense que des fois, on se pose trop de questions. Alors que la question, c'est là maintenant, qu'est-ce que je kiffe ?
tu vois. Et j'en ai fait mon quotidien. Donc, j'ai agi comme ça. Et puis après, il y a eu une grosse prise de conscience dont je t'avais parlé en off. C'est le 28 juin 2018 où je traverse une période délicate puisque je me sépare d'une personne que j'aimais beaucoup, qui m'a énormément apporté. Tu vois, je suis ému d'en parler parce que elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça a été la première personne féminine qui m'a aimé inconditionnellement, tu vois. Donc ça a été très, très douloureux pour moi, cette séparation. Et en même temps de ça, je me pète l'épaule et donc je me fais opérer. Et je me retrouve dans mon lit en juin, en été, paralysé, entre guillemets. Paralysé, j'ai l'épaule complètement éclatée. Donc, je passe mon temps au lit. Et moi qui suis hyper actif, je me retrouve du coup à me poser beaucoup de questions. Et je vais m'en poser une, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je vais me dire, mais putain, mais Do, t'es pas bien dans ta vie. Comment on fait pour être heureux, tu vois? Et du coup, je vais taper cette question dans mon moteur de recherche Google. Et je vais tomber sur une interview, et c'est comme ça que je vais tomber dans le développement personnel. Je vais tomber sur une interview d'un mec qui va interviewer des gens, qui est montpelliérain, qui va interviewer des gens autour du monde en leur posant la question suivante: c'est quoi le bonheur pour vous? La personne qui a interviewé, il met 1h30 à répondre à cette question. Moi, je vais mettre 3 heures à la regarder, je vais chialer, mais comme jamais j'ai chialé. Et en fait, je vais comprendre qu'à ce moment-là, j'ai un déclic, que ce ne sont pas les événements de notre vie qui dictent la vie qu'on mène, mais ce qu'on décide de faire de ces événements. Et à partir de là, énorme déclic. Je vais me dire, mais en fait, moi, ce que je kiffe, par-dessus tout, ce qui donne un sens immense, c'est d'accompagner les autres à évoluer, d'aider, de me transformer moi, de bâtir. Et donc, à partir de là, je vais vouer ma vie, à partir de ce 28 juin 2018, à devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à me former, à rencontrer des gens, interviewer comme toi tu le fais là. Je vais tout faire en fait dans ce but de diffuser ce message que j'ai construit au fur et à mesure, qui est osons les difficultés. Trop cool, vraiment trop cool. Je fais une aparté parce que ça fait 2 fois que ça arrive et j'ai envie de l'honorer. Mec, je suis impressionné par ta capacité à percevoir et laisser être l'émotion à l'intérieur de toi. Je vois que ça fait 2 fois, peut-être même 3, que t'as des larmes qui viennent et tu le nommes et je te sens dans cette émotion. Ça me fait je me sens teinté de cette émotion et ça me touche. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables d'être hommes avec cette émotion-là. Et juste merci de... ça existe, quoi. Après, ça met du temps, tu vois, jusqu'à... tu vois, je te parlais de la relation que j'ai eue. C'est la première fois où je me suis ouvert, en fait, parce que j'avais tout blindé. Depuis que j'étais enfant, en plus, j'ai rencontré une fille à 17 ans qui était toxique, mais vraiment, enfin, tu vois, elle avait des problèmes dans sa vie, elle était très toxique. Et donc, du coup, je m'étais blindé. Je m'étais blindé et puis j'ai rencontré cette fille-là qui m'a un peu ouvert. Et puis après, j'ai aussi décidé d'aller me faire accompagner, psychothérapie, de me faire accompagner. Le mot fait peur, la psychothérapie, mais en fait, moi, c'est très simple. J'avais besoin de donner du sens à mes émotions. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, je continue de le faire. Et il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais tu continues ?» Mais je dis « Ouais. » Et ils me disent « Mais pourtant, ça va bien dans ta vie ?» Je dis « Ouais, ça va super bien. » Mais c'est justement parce que ça va super bien que j'ai envie de capitaliser ça. Et je me suis rendu compte que j'étais très sensible et que je l'avais blindé, que je l'avais caché, que je l'avais enfoui. Et donc, j'avais besoin de libérer cette sensibilité. Et au-delà de ça, que c'est ça qui me rendait beau, tu vois, qui me rendait beau, qui me rendait attirant pour les gens et que... En fait, c'est pas parce que j'étais un homme que j'avais pas ça en moi. Et que, oui, j'ai une énergie aussi féminine, qu'on qualifie de féminine, mais en fait qui est humaine, qui est d'être sensible avec mes émotions. Et en plus, j'en ai plein, parce que forcément, avec la vie que j'ai eue, j'en ai plein et j'en ai plein à exprimer. Et en fait, on en a tous plein à vivre. Carrément. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais je crois que j'ai envie de rester sur ton histoire pour l'instant. Donc, 10 ans, la phrase choc, qui bouleverse plein de trucs, qui te permet d'apprendre à entrer en empathie, chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Tu pars avec un game qui est pas facile, parce que déjà émotionnellement c'est pas simple, mais en plus t'as un handicap qui fait que c'est difficile de relationner avec les femmes, ouais. Alors qu'en plus, je veux dire, on a quand même l'instinct sexuel qui est là, quoi. Et puis la représentation qu'on se fait, c'est si je suis pas acceptable par une femme, est-ce que je suis acceptable dans la vie, tu vois, c'est dur, quoi. Et en fait,
tu sors une force, tu vois, encore une Nicolas Taleb, tu vois, l'antifragilité, une difficulté et on en crée une ressource, tu vois. Enfin, je trouve que ton message incarne ça. Handicap ou pas handicap, bas les couilles. Ouais. T'arrives à relationner avec les gens, tu te mets. Enfin, je vois. Je sais pas si je crois être quelqu'un d'assez pugnace, mais je sais pas si j'ai ton courage. Parce que... Bah, si, on l'a tous. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu as dit, je vais te raconter une anecdote de comment j'ai eu un déclic avec les meufs. Tu vois, je le dis comme ça, mais j'ai énormément de respect pour les femmes et tu vois, je suis pour la cause aussi féminine parfois, bien que des fois je trouve qu'il y a des dérives qui sont pas bonnes. Mais bon, bref. En fait, je me retrouve à 18 ans et je raconte cette histoire en conférence. Je me retrouve à 18 ans à devoir sortir en boîte, la première sortie en boîte. Et tu sais comment c'est en boîte quand t'as 18 ans avec tes potes, c'est on va mesurer qui tu es à ta capacité à aller aborder des nanas. Mm-hmm. Et en fait, là, je me dis, mais putain, il n'y a rien pour toi, mon pote. Genre, t'as des dents éclatées, genre, t'es pas confiant, t'as jamais eu de nana, limite. Enfin, tu vois, t'es pas doué pour ça. Et puis, je vais me dire... En fait, j'ai fait de la PNL sans le savoir. Ce soir-là, je vais me dire, mais Do, en vrai, qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi, les mecs qui arrivent à aborder des nanas? Et je vais me dire, bah, tiens, premier élément de réponse, ils sont confiants. Et là, je vais aller plus loin que ça. Je vais me dire, mais à quoi tu vois qu'ils sont confiants? Bah, ils ont pas peur de parler à tout le monde. Et je vais me dire, bah, tiens, Dorian, bah, tiens, ce soir, tu vas parler à tout le monde. Tu vois, tu vas parler à tout le monde. Tu vas parler, mais aux mecs comme aux nanas, et tu vas aborder tout le monde dans cette putain de boîte ce soir. Et ce soir-là, je fais ça. Et là, en fait, je me rends compte d'un truc, c'est qu'en faisant ça, il y a dans le groupe de gens avec qui je suis, il y a des mecs qui me connaissent pas, et ils vont dire à un pote, putain, ton pote, il est trop confiant. Alors qu'à l'intérieur de moi, c'est le chaos. Et je me dis, mais en fait, c'est fou. Comme avec juste ce truc d'aller faire une action inconfortable, ce que les autres peuvent percevoir de toi. Et même les nanas. Du coup, je suis allé aborder plein de filles ce soir-là. La technique était pas ouf, mais en fait, si tu veux, j'avais tellement bonne énergie que j'ai quand même réussi à choper 2 numéros de téléphone. Et je me dis, mais c'est ouf comment, si t'es capable d'oser faire ce petit centimètre là, tu sais, ce petit effort que les autres ne font pas, ça peut changer ta vie. Tu vois, parce que en fait, en faisant ce soir-là, je sais que tu connais un peu la programmation neurolinguistique. Tu sais, on a tous un socle de croyances qui font que dans une situation donnée, on a un filtre qui nous font générer des émotions, qui nous font avoir des comportements. Ces comportements nous font avoir des résultats, et ces résultats-là, tu vois, enrichissent nos croyances. Et donc, moi, j'avais la croyance que je plaisais pas. Donc, tu vois, j'aurais pu avoir cette émotion de peur. Je l'avais, l'émotion de peur. Mais je me suis dit, mais mec, fuck, genre t'y vas quand même, tu testes, et du coup en ayant ces 2 numéros de téléphone, je me suis quand même planté dans mes croyances, la graine que je pouvais en fait plaire, tu vois, par d'autres moyens que mon physique. Et donc du coup j'ai planté dans mes croyances que c'était possible, et cet événement-là, tu vois, j'en parle, tu vois, ça fait rire, tu vois, mais en vrai c'est bien plus profond que ça, parce que je me suis dit, mais si t'es capable de faire ça, tu peux le faire pour tout en vrai, tu vois, tu peux changer tes croyances, tu peux planter des graines, pas les changer du jour au lendemain, mais planter des graines qui vont germer et qui potentiellement vont te faire avoir de nouvelles croyances, et donc te faire avoir de nouveaux comportements, nouvelles émotions et tout ce qui va avec. Trop fort, mec. Déjà, je salue la capacité à te mettre en mouvement comme tu l'as fait, tu vois, je trouve ça ballsy. Il y a une analogie que j'ai envie de reprendre là. T'as déjà entendu parler de la startup Pimp Up à Montpellier? Non. Alors peut-être de nom, mais il y a tellement de startups là qui poussent que... Ouais. Le principe, c'est 2 nanas qui rachètent des fruits et légumes qui sont déclassés, donc du coup qui seront jetés avant même d'être imaginés vendus, parce que trop gros, trop petit, trop moche, trop biscornu. Et en fait, leur slogan, c'est on est tous le moche de quelqu'un. J'adore. C'est tellement vrai, putain. Ouais. Et en fait, elles se disent, mais c'est pas parce que ils sont différents qu'ils sont pas bons. Et donc du coup, elles les rachètent et elles les vendent tout à fait naturellement. Et en fait, je vois tellement un comportement humain là-dedans de se dire, ah, c'est pas beau, c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir, ah non, c'est pas bon pour moi, je vais le jeter. Ouais. Et en fait, on fait tellement ça avec nos propres ressentis de nous-mêmes. Ah, j'ai la mâchoire qui est pas comme ça. Ah, j'ai le bras qui est pas comme ça.
on focalise sur ces trucs-là, et pour reprendre les mots que tu disais avant, et on oublie qu'on est millionnaire sur tout le reste, quoi. Ouais. Et c'est ouf de voir à quel point, en menant une action qui t'a permis de te reprogrammer, en fait, tes croyances sont en train de changer. Et du coup, tu reçois des confirmations de l'extérieur que, effectivement, tu es, à travers tes croyances, Ouais. en train de changer. C'est ça. Je trouve ça complètement dingue. Deuxième aparté, tu as déjà entendu parler du tantra? Oui. J'ai un ami, Paul Fontaine, qui est conférencier professionnel aussi, qui est atteint de mucoviscidose et qui relève des défis de ouf, qui a été porteur de la flamme. Je le mentionne parce que c'est un vrai bel ami. Et il me parle beaucoup du tantra. Justement, c'est tout ce qui touche à l'énergie sexuelle, si je me trompe pas, entre autres. Ouais. Ok. Donc après, voilà, je connais pas plus, mais il m'en a beaucoup parlé. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il me raconte sur la connexion au corps aussi, tu vois. Donc, non, je connais de nom. Trop bien. En fait, c'est un peu délicat pour moi d'en parler, tant il y a des représentations, et je te remercie de les amener autour de la sexualité, de l'énergie sexuelle, du sexuel. Et en fait, il y a trop d'amalgames qui sont faits là-dedans. J'ai juste envie de parler de tantra pour une chose, c'est que je suis en difficulté avec les accompagnements que je reçois, parce que souvent, on me propose de faire des visualisations et des choses comme ça. Alors, autant je suis très en lien avec ce que je perçois, ce que je ressens, et ça crée une qualité de relation qui change avec les gens, autant quand il faut que je retourne dans certaines situations, j'ai l'impression d'être en train de créer quelque chose et de ne pas être en train de le vivre, ça me met en difficulté. Et là où j'adore le tantra, c'est qu'en fait, c'est un outil qui permet en tout cas le néo-tantra, parce que du coup, il y a tantra dans ce que c'était dans les écrits et dans ce qui était ancien. Et il y a une évolution de ce truc-là qui est beaucoup plus corporel, qui s'appelle le néo-tantra, qui va beaucoup plus s'appuyer sur l'énergie de la sexualité. Ouais. Et en fait, ce que j'apprécie avec cet outil, c'est qu'il te fait vivre des expériences, qui t'offrent l'opportunité de vérifier qui tu es versus qui tu crois être. Ouais. Et en fait, je trouve que cette expérience que tu as menée avec toi-même, sans même en avoir conscience, pour moi, c'est extrêmement tantrique. C'est genre, ok, dans cette situation, j'ai deux options. Soit je joue et je vais vérifier, soit je reste dans ma peur et je reste à côté parce qu'il faut que je respecte cette peur-là. Mais là, tu viens de soulever un truc de ouf, c'est les histoires qu'on se raconte. Mais on se raconte tellement d'histoires, tu vois, sur est-ce que ça va marcher, pas marcher, tout ça. Et moi, j'ai développé ce truc assez pragmatique de me dire, mais en fait, tu sais pas. En fait, est-ce que tu sais, le seul moyen de savoir, c'est d'aller le tester. Tu foires, tu sais pas. En fait, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Tant que t'es pas 100% sûr que ça va pas marcher, tente-le. En vrai, parce que c'est impossible. Et d'ailleurs, quelqu'un qui dit ouais, c'est 100% sûr que ça marchera pas, en vrai, c'est un mytho. C'est pas possible d'être 100% sûr. Et en vrai, même lui, il a peut-être 1% de lui qui pense que ça peut marcher. Et ce pourcent-là, c'est ça qu'il faut aller exploiter, tu vois. Et de se dire, peut-être que ça va pas marcher. Mais en vrai, tu vois, là où j'ai encore évolué par rapport à ça, c'est que je suis plus accroché au résultat. De ça marche ou ça marche pas. Je suis accroché au processus. C'est-à-dire, l'action que ça me demande de mener, c'est en train de me faire développer une façon de penser, une façon de voir les choses qui, dans tous les cas, est en train de me faire évoluer. Donc, en fait, de plus en plus, je vais être un peu cru, je m'en branle du résultat. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin. C'est qu'est-ce que je mets en place maintenant qui va me permettre d'évoluer ensuite. Tu vois, parce que... Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ce soir-là. La vérité, c'est que j'étais pas en train de me dire « Putain, il faut que je chope 2 numéros de téléphone. » Tu vois, ça, c'était la finalité. Je me suis même pas dit ça. Je me suis dit « Tu vas juste aller aborder toutes les nanas. » C'était ça le truc, c'était l'action. Et cette action-là m'a permis de changer le résultat. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui stagnent parce qu'ils ont ce fantasme du résultat. Genre, si je fais ça, c'est pour obtenir ça. Non, en fait, si tu fais ça, c'est juste dans une démarche d'évoluer, d'être courageux et de devenir une autre version de toi-même. Waouh, là, il y a un truc qui est... C'est pour toi, ça. Écoute bien, public. Là, en fait, je crois qu'on vit dans une société qui est fixée par les KPI. Oui. Genre, on doit atteindre un certain nombre d'objectifs. Et je crois que je suis le premier à avoir mon mental qui se fixe sur l'objectif. Alors que toi, tu es en train de dire, l'objectif, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le chemin pour atteindre cet objectif-là. Et c'est mindfuck, parce que quand même, tu incarnes avec ton histoire la success story, parce que, donc du coup, probablement qu'on va y revenir, tu fais ce que tu disais plus tôt, les écoles de commerce, poste à responsabilité, augmentation du chiffre d'affaires de 600 000 à 1 500 000. Et donc du coup, ça veut dire que
c'est fiable ce que tu es en train de dire, puisque c'est ton mindset. Donc en fait, tu dis un truc comme libère-toi de l'objectif, reste sur le chemin ou sans le chemin, et en fait, c'est ça qui va amener le résultat. Comment tu pourrais reformuler ça avec des mots toujours plus simples? En fait, je pense qu'au départ, quand tu manques de confiance en toi, tu es obligé de te focaliser sur un résultat. Ouais. Parce que c'est ce résultat, à un moment donné, quand même, qui va t'apporter de la sérénité sur ce que tu es capable de réaliser. Par contre, je te disais tout à l'heure que j'ai tellement manqué de confiance en moi que j'ai fait beaucoup d'actions, tu vois. Je suis devenu une machine à faire. Ça a commencé par les filles en boîte de nuit, puis ça a commencé pour tout, tu vois. Ouais. Tout était défi, à faire. Donc, en fait, quand tu fais ça, tu construis ta confiance en toi. Par contre, ce que tu ne construis pas, c'est l'estime de toi. Et donc, tu comprends que l'estime de toi, elle ne se construit pas dans le résultat, mais elle se construit dans ton quotidien, dans le chemin que tu es en train de vivre. Et ça a été une étape d'après, qui est tout récente pour moi, qui est depuis 1 an. Je ressens vraiment dans mes tripes que là, ce que je suis en train de faire en entrepreneuriat, je m'en fous du résultat. Enfin, c'est pas que je m'en fous, j'ai envie que ça marche. Mais ce qui m'intéresse, c'est de kiffer au quotidien. Parce que finalement, c'est pas triste une vie où tu as plein de résultats et où t'es pas bien dans ta tête. Parce que tu vois, il y a plein de fois où, tu vois, les résultats, je vais t'en parler, la boîte, il fait 1,5 million. Sur le papier, comme tu dis, success story, c'est trop bien, storytelling, ça passe dans le journal, dans les médias, etc. Sur le papier, c'est trop cool. Mais en vrai, j'étais super malheureux à cette période. Parce que ce que je devais produire au quotidien avec les humains que j'avais autour de moi, c'était pas forcément ma personnalité, que tu vois, t'es toujours dans un rythme infernal de croissance et finalement, tu te crées une prison dorée où en fait, t'es addict au résultat. Le résultat, pour moi, ça doit être la résultante du chemin que t'es en train de mener. C'est pas l'inverse, en fait. C'est pas le résultat qui va déterminer si t'es heureux. C'est le fait d'être heureux, d'être dans le kiff quotidien, dans le flow quotidien, qui va te permettre d'obtenir des résultats. Et c'est comme ça que tu seras heureux. Parce que tu sais, même la résilience, les gens pensent que c'est la capacité que tu vas avoir à réussir après un échec ou un truc comme ça, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, quand tu écoutes Boris Cyrulnik, qui est un expert de la résilience, il dit que la véritable résilience, c'est la capacité que tu as à être heureux après un événement traumatique, pas la capacité que tu as à réussir, tu vois. Donc pour moi, c'est ça en vrai le message. Tu viens de dire un truc à travers Boris Cyrulnik là, qui me parle énormément, c'est avoir la capacité de changer ça. Et en fait, j'ai été construit avec l'archétype du self-made man, tu vois. Et en fait, je me rends compte que c'est tellement le truc qui m'a foutu dans le mur, quoi. Et en fait, je pense qu'au fond, j'avais probablement une peur de l'autre, même si je suis hyper sociable, qui faisait que je cherche à me défendre de l'autre en permanence. Ouais, je comprends. Ouais. Et en fait, je me rends compte que j'accélère aujourd'hui à mesure que je suis capable de m'en remettre à quelqu'un en qui j'estime avoir de la confiance. Ouais. Et je crois que c'est ça le but pour moi de ce podcast. Tu vois, je trouve que, tu vois, on est dans notre humain à tous les deux là. Et en fait, je me fais l'idée, je veux croire profondément que ça va aller chercher l'humain des gens qui vont se dire, putain, Dorian, dans ce qu'il traverse là, ou ce qu'il a traversé, la façon dont il parle, en fait, ça m'inspire confiance, quoi. Et là où je veux en venir dans le rebond que je fais avec ce que tu dis, c'est qu'il me tarde ce jour où on arrêtera de croire que une blessure psychique, ça se soigne tout seul. Ah oui, non mais c'est... En fait, pour moi, il y a plusieurs ingrédients. Par contre, tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que ce qui a marché pour moi, c'est pas forcément ce qui marchera pour quelqu'un d'autre. Et tu vois, j'ouvre mes conférences aujourd'hui en disant que ce que je vais dire, il faut que les gens le remettent en question. C'est dingue, tu vois, de dire ça au début de conférence. Mais parce que je vais leur dire, mais voilà, moi, je vais vous donner mes ingrédients fondamentaux. Mais tu vois, c'est un peu comme un gâteau. Tu vois, je prends l'image du gâteau parce que le gâteau, il y a des fondamentaux à respecter. Tu vois, c'est comme mettre les œufs avant la cuisson, c'est quand même mieux. Tu vois, sinon, c'est pas top. C'est pas top. Mais par contre, la manière dont tu vas agrémenter ton gâteau, elle t'appartient. Et en fait, avec la vie, c'est exactement la même chose, je trouve. Donc, c'est hyper important de trouver sa propre recette pour pouvoir évoluer et pour pouvoir construire ce que tu as à construire et de bien le comprendre. Et donc, oui. Ouais. La recette, le gâteau, tout ça, ça me parle. Et du coup, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment est-ce qu'on trouve le cuisinier sur lequel on va pouvoir s'appuyer le temps dont on a besoin, tu vois. Il y a un mec qui s'appelle, t'en arrêtes pas de faire des citations, c'est incroyable, qui s'appelle Nicolas Aignan, qui a écrit un bouquin, donc il a créé un accompagnement qui s'appelle Libérer la bête.
Ouais. Et le principe, c'est que ce mec-là, en fait, il a compris que à chaque fois qu'il veut aller quelque part et qu'il n'y arrive pas, c'est parce qu'il a une croyance qui l'empêche de le faire. Et donc, du coup, il a appris à dissoudre cette croyance et cette peur de façon à pouvoir se rendre la mobilité de faire ce qu'il veut. Il est tellement balèze dans son game qu'il accompagne des entrepreneurs qui ont fait le premier million à faire ceux d'après. Le mec, il fait une interview et il explique que c'est important pour lui d'aller se percher sur l'épaule des géants. C'est-à-dire qu'il observe qu'il y a des gens qui ont fait des achievements qui lui font envie et qui se dit mais comment c'est possible? Et en fait, il reconnaît chez eux quelque chose et il y va auprès de ces gens-là. Et j'ai la croyance qu'on reconnaît un géant en fonction de là où on en est de nos valeurs. Oui. Quand j'étais étudiant infirmier, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que j'ai des patients avec lesquels il y a des fits incroyables qui me permettent d'être dans une qualité de connexion et de relation avec eux qui font qu'ils trouvent un vrai appui avec moi. Et c'est dangereux parce que je me rends compte que par moments je suis contaminé émotionnellement, qui fait que je suis pas serein quand je rentre chez moi. Et pourquoi il y en a d'autres, j'ai pas envie d'être en lien avec eux. Et en fait, il y a rien qui se passe. Du coup, mon travail de fin d'études, il portait sur qu'est-ce qui fait que ça existe et que ça n'existe pas. Et je me suis rendu compte que j'ai cultivé ma posture de soignant en me rendant compte que quand je partage un socle de valeurs et un socle de représentation qui est commune avec quelqu'un, ça nous rend poreux l'un à l'autre parce qu'on partage les mêmes émotions, on est sensible aux mêmes choses, ce qui fait que ça permet de créer un lien qui permet d'avancer plus vite. Et ma croyance, et c'est ce que je fais avec ce podcast, c'est de dire la recette magique n'existe pas, mais par contre la personne qui nous touche sur un sujet a un ingrédient et une façon de cuisiner cet ingrédient qui nous est nécessaire pour faire notre propre gâteau, tu vois. Tout à fait. Et alors, moi, pour te répondre, je dirais que ce que tu dis, c'est totalement vrai. Pour moi, la base commune, c'est d'avoir des valeurs qui se ressemblent. Parce que finalement, c'est ça qui va te permettre d'avancer dans le même sens et surtout qui va te permettre de connecter humainement avec quelqu'un. C'est la première chose. Par contre, là où j'ai évolué, et ça, c'est vraiment mon expérience d'entreprise qui m'a appris ça, c'est que je pense que tu as besoin de t'entourer de gens qui ne réfléchissent pas comme toi. Même si c'est beaucoup plus rassurant d'avoir des gens qui réfléchissent comme toi, mais en vérité, si tu veux évoluer, on reprend le schéma de tout à l'heure, tu as besoin d'être confronté à des gens qui vont te faire sortir du schéma habituel auquel tu es dans tous les jours. Einstein disait, c'est de la folie d'espérer de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Moi, la phrase, elle est sortie à toutes les sauces, mais elle est quand même intéressante de s'en rappeler. Parce que si tu côtoies toujours les personnes qui te ressemblent, mais finalement, tu n'avances pas. Tu restes dans tes croyances, dans ton socle de pensée, etc. Donc, pour moi, il y a un croisement parfait entre les valeurs que la personne, elle va t'apporter et de l'autre côté, la capacité qu'elle va avoir à te sortir de ce que tu as l'habitude de connaître et donc te confronter, d'être parfois un peu heurtante, mais pour te permettre d'aller vers un point où tu n'es pas encore allé. Ce qui est le but quand tu te fais accompagner quand même, tu vois. Carrément. Et à la fois, je me rends compte que c'est un muscle qui se muscle, cette capacité à accepter quelque chose qui n'est pas comme nous. Et je vais peut-être être clivant quand je veux dire ça, mais j'ai la sensation qu'on rentre dans une société qui nous invite de plus en plus à... Putain, c'est marrant parce que je vois quelque chose d'antinomique qui nous pousse à vivre plus d'inclusion avec plein de trucs, mais qui nous pousse à ne pas accepter qu'il y ait des choses qui ne soient pas incluantes. Je ne sais pas comment l'amener, mais en fait, j'ai la sensation... Et tu as un exemple, par exemple, en tête ? Ouais. Ok. C'est un sujet qui est touchy pour moi. Ce qui a fait que j'ai décidé de me mettre au tantra, c'est que j'ai toujours su que j'avais quelque chose à faire là-dedans sans trop savoir quoi. Il y a un pote un jour qui va faire des expériences, qui en revient en disant « Mec, c'est traumatisant et à la fois c'est trop bien ». Ce qui était traumatisant pour lui, c'est qu'il a vécu des pratiques avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que lui et ça l'a confronté à des trucs, il était en mode « Non, je peux pas ». Du coup, j'étais en mode « Pas maintenant ». Et puis à un moment donné, il me dit « Gros, il y a des gens en lesquels j'ai confiance parce que j'ai fait des pratiques avec eux qui proposent de faire du tantra entre jeunes ». Et du coup, il me dit, mec, c'est l'opportunité de faire l'expérience. Je vais faire l'expérience incroyable. Et en fait, je me rends compte avec Tantra que je peux me confronter, moi, ce que je suis, versus l'homme que j'ai peur d'être. Parce que j'ai reçu les messages quand j'étais gamin que je me sens en lien avec toi quand tu décris ce que tu as vécu avec ta mère, parce que j'ai pas vécu les mêmes choses, mais j'ai vécu beaucoup de violence avec elle aussi, émotionnellement. Une violence qui se voit pas. Et donc, du coup, qu'on ne sait pas qualifier. Qui s'est traduit un jour par une tentative de suicide où elle m'envoie un message, elle m'appelle en me disant Alexandre, c'est fini. Et en fait, je vais la chercher, je n'y arrive pas à la trouver.
les gendarmes me disent à un moment donné, on laisse tomber, on poursuivra les recherches demain parce qu'on ne pourra pas trouver plus, c'était en plein milieu de la nuit. Et en fait, je vis un truc qui est en demi-teinte parce que ça fait 17 ans que je suis en lien avec ma mère et qu'elle souffre émotionnellement parce qu'elle a vécu des choses atroces quand elle était gamine, mais qu'inconsciemment, elle reproduit sur nous. Et je dis inconsciemment aujourd'hui parce que j'ai grandi et que je me rends compte, tu vois, mais à l'époque, c'était juste, mais c'est insupportable, quoi. Ouais. Je savais jamais si j'allais être engueulé, si j'allais être malmené. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, c'est ce que je te partageais tout à l'heure aussi avec ma maman. C'est ce côté, en fait, tu sais pas si c'est toi, le problème, ou ton parent, parce que t'es pas équipé pour quand t'es jeune. Et donc, c'est ça qui est dangereux, je trouve. Et là où c'est encore plus dangereux et douloureux, et c'est là que ça crée une plaie qui fait que je trouve dans le tantra le moyen d'en prendre soin, c'est qu'à un moment donné, il y a le médecin de famille qui vient me voir et qui me dit c'est pas bien ce que vous faites, vous soutenez pas votre mère. Ouais. Alors que je passe des heures et des heures à jouer le rôle du thérapeute, alors que je suis un enfant de 17 ans et que je n'y connais rien à ces choses-là. Et il y a cette femme-là qui me dit c'est pas assez bien ce que vous faites, c'est pas bien ce que vous faites. Ouais. Et en fait, je sens qu'il y a une plaie à l'intérieur de moi et je prends beaucoup de temps à en prendre soin parce que j'ai été activé dernièrement par un post d'une femme qui écrit « Tu n'es pas un mec bien ». Et en fait, elle sous-tend derrière que tous les hommes, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on n'est pas des mecs bien. Et en fait, ça m'arrache le ventre parce que, et je mets la main sur le cœur parce que je sens que ça m'arrache le cœur aussi, tu vois. Parce que cette meuf-là, on a eu l'occasion de faire un stage et en fait, elle a vu dans quelle présence dans le massage tantrique je pouvais être avec un homme. Et elle s'est dit, putain, mais c'est une sécurité incroyable. Et elle m'a demandé, alors que je devais faire d'autres choses, si j'étais prêt à faire le massage avec elle, parce qu'en fait, elle voulait vivre cette expérience de sécurité. Ouais. Et en fait, d'entendre ce truc-là, c'était insupportable pour moi. Et tu vois, le point de départ de la question, c'est en quoi est-ce que j'ai la sensation qu'on est de moins en moins accueillant aujourd'hui pour d'autres choses? C'est parce qu'en fait, cette femme-là, je peux comprendre toutes les douleurs par lesquelles elle traverse, mais elle n'accueille pas du tout autre chose que son récit à elle. Les hommes sont pas des mecs bien, tu vois. Ouais. Mais après, je pense que c'est, tu vois, ce genre de personne, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça te mettait en colère. Bon, ça vient heurter quelque chose qui est très sensible chez toi, mais en réalité, tu vois, ce genre de personnage, malheureusement, en fait, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent, et en réalité, c'est juste qu'elle n'a pas réglé ce qu'elle avait à régler avec elle-même, mais il n'y a pas de mec bien, mais si tu vas par là, il n'y a pas d'êtres humains qui sont bien, mais c'est quoi bien? C'est être parfait. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est ça le truc. On a tous fait des choses dans nos vies qu'on regrette. Moi, il y a plein de choses que j'ai faites que je regrette pas, en fait, tu vois, mais que, voilà, je sais que c'était pas forcément des choses très bien, mais ça fait pas de moi un mauvais être humain. Ouais. Et c'est pour ça que aussi, je trouve un truc qui est hyper important, qui pour moi a de plus en plus de sens, c'est comment tu dissocies l'être et le faire. Ouais. Parce que tes comportements ne peuvent ne pas être bons, mais toi, t'es pas forcément une personne méchante. Et souvent, on n'arrive plus à dissocier nos comportements de ce qu'on est vraiment au fond de soi. Bien sûr qu'il y a des moments où t'es fatigué, t'as pas bien dormi, tu vas avoir des comportements de merde, tu vas pas bien répondre à quelqu'un, un interlocuteur au travail, tu vas être de mauvaise humeur avec ton conjoint. Mais en fait, c'est ok, ces trucs-là, ce sont des comportements. Ce qui fait que t'es ta personne, c'est ton être au plus profond de toi-même. Alors bien sûr, après, là où j'en reviens à ce que tu disais avec le tantra, cette sensation d'être parfois dissocié, de reconnecter les deux parties entre ce que tu crois être et ce que tu es vraiment, pour moi, c'est ce que j'appelle la congruence. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est est-ce que ce que je dis, est-ce que je fais, ce que je fais au quotidien, ce que je pense, c'est en adéquation avec ce que je suis vraiment au fond de moi, tu vois. Et je pense que c'est ça, pour moi, un des plus gros points du bonheur, c'est quand tu arrives à être aligné, mais aligné au plus profond de ton âme entre ce que tu as vraiment à l'intérieur de toi, la personne que tu es et tout ce que tu viens rayonner à l'extérieur. Mmh. Et ouais. Ça me touche ce que tu es en train de dire parce qu'en fait, quand tu parles de la souffrance qu'éprouve cette personne-là, en fait, je me rends compte qu'au moment où je surréagis comme ça, je suis moi-même dans ma souffrance. Et qu'en fait, le pont ne se fait plus entre nous deux parce qu'on est tellement dans nos blessures mutuelles qu'en fait, on peut plus se retrouver là en ce moment. Oui. En plus, il y a les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Parce qu'entre ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle a dit, ce que j'ai entendu, ce que j'aurais dû entendre, oui. il y a un trou béant, tu vois. Et du coup, ça me ramène juste à ce truc d'à quel point en ce moment j'ai besoin de poursuivre mon chemin, de prendre soin de ces parts-là, tu vois. J'entends dans ce qu'on est en train de dire
Tu dis osons les difficultés. C'est s'exposer du coup à nos propres blessures, nos propres croyances. On parle de ces gens qui peuvent se tenir à côté de nous pour nous amener à prendre soin de ces blessures qui sont là, plus ou moins guéries. Toi, c'est auprès de quel profil de personnes, quel profil de blessures que tu auras envie de te tenir à côté? Je crois que en fait, j'ai pas envie de soigner des blessures. Aujourd'hui, je suis pas psychologue. Trop cool. Je suis un accompagnement, un coach qui va t'aider à faire ce que tu n'as jamais fait. Okay. Osons les difficultés, c'est ça le message. C'est demain, il y a quelque chose qui a de l'importance pour toi. T'as peur d'y aller, mais t'as envie d'y aller. Mais je suis là pour t'accompagner. Je suis pas là pour soigner une blessure, tu vois, qui est de l'ordre de la psychologie. Je pense que chacun a son rôle. Et moi, aujourd'hui, ce qui donne vraiment du sens à ma vie, c'est vraiment d'accompagner les gens à oser les difficultés, à oser faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Et ça me fait kiffer, tu vois, c'est pour ça que j'accompagne principalement des entrepreneurs. J'accompagne que des entrepreneurs ou des sportifs pour les accompagner justement à réaliser des choses qui sont importantes pour eux. Et ça a un sens énorme pour moi. Tu parlais tout à l'heure de courage. Pour moi, c'est une des valeurs les plus fortes que j'ai, parce que j'ai eu un grand-père qui était très, très courageux, qui a été un parent pour moi, qui a été un mentor. Et en fait, j'ai toujours admiré ce courage. Et le courage, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. Hein. Le courage, c'est agir malgré la peur. Et moi, c'est ça que j'ai envie de réaliser dans ma vie, déjà pour moi et pour les gens que j'accompagne. Et donc, tu vois... À mon échelle, pour te dire ce que je fais tous les ans, je commence chaque année en listant des défis qui sont importants pour moi et qui vont me permettre de me dire à la fin de l'année, j'aurai pas de regrets, tu vois. Peut-être que ça aura pas marché, mais j'aurai pas de regrets. Et en tout cas, ça va me donner la direction dans laquelle aller. Ce qui ne veut pas dire que je vais relever tous mes défis, encore une fois, tu vois, sortir du résultat. Mais par contre, ça me donne une direction dans laquelle aller, une direction qui me fait kiffer et une direction qui me permet d'être heureux au quotidien. Ok. J'entends dans ce que tu dis que toi, ce qui est important pour toi, c'est d'être heureux. Et que du coup, des fois, il y a des challenges qu'il a été difficile pour toi d'aller chercher, mais que tu as trouvé les ressources pour aller les chercher. Et que du coup, c'est ça que tu as envie de proposer aux gens. Ouais. De les accompagner à vivre ce truc difficile. Ce challenge, le défi. Relever des défis. Carrément. Dorian, comment est-ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent te retrouver, te suivre, peut-être te contacter ? Surtout sur LinkedIn, c'est le réseau sur lequel je poste le plus régulièrement. Donc, je poste tous les jours, du lundi au vendredi, pas le week-end, parce que je veux garder une vie sociale aussi et surtout, on va dire, une hygiène mentale qui soit bonne. Donc, sur LinkedIn, je suis beaucoup dessus. J'ai Instagram, Dorian Solaire, LinkedIn pareil, j'ai un site web. Et puis sinon, en présentiel, parce que je trouve que se voir là, comme on est en train de le faire, un échange humain à humain, il n'y a rien de mieux pour capter une énergie, pour capter l'humain en tant que tel. Donc après, c'est en conférence sur Montpellier, public, et puis après dans les entreprises, puisque je fais du coaching pour entrepreneurs, mais je fais aussi beaucoup de conférences en entreprise aujourd'hui. Et voilà, donc on peut me retrouver un peu partout. Trop bien. Dorian, j'aurais envie d'amener une fin à ce podcast. C'est quoi, s'il y avait une chose que les gens devaient retenir de toi, de ton message, ce serait quoi ? Osons les difficultés, mais plus que ça, c'est de dire que j'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas une belle manière de réussir. Il y a sa manière, et au-delà de ça, il n'y a pas de bon défi. Tu vois, mon message osons les difficultés, il y a 2 jours, j'étais en radio pour enregistrer une interview. Je me disais, mais votre message, est-ce que c'est pas aussi un message pour pousser à la réussite ? Je dis, mais attendez, mon message osons les difficultés, c'est pas un hymne à la réussite, hein. C'est un hymne à la résilience, c'est un hymne à l'audace. Et donc, peut-être que ton défi à toi, ce qui te paraît gros, ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que c'est lever la main en cours, peut-être que c'est tourner une vidéo, peut-être que ton défi, c'est juste d'envoyer un message d'amour à un proche. Tu vois, il n'y a pas de bon défi. Et c'est ça mon message, c'est de dire, il y a tes défis. Et encore une fois, comme je le dis toujours, je suis beaucoup plus apeuré. Il y a 1 an et demi, j'ai rencontré ma chérie avec qui je suis aujourd'hui. Je me suis chié dessus pour lui envoyer un SMS, pour lui parler, alors que quelques jours avant, j'étais en conférence devant des centaines de personnes. Tu vois ?
Donc c'est ça mon message, c'est de dire il n'y a pas de bons défis, il y a tes défis en fonction de là où tu en es, en fonction de ton enfance, en fonction de là où tu projettes d'être dans quelques années. Et donc moi mon message c'est ça, c'est osons les difficultés, osons relever ces défis. Et moi si je peux aider dans cette démarche, voilà, ça donne du sens à ma vie. Florian Soler, juste merci. Merci à toi pour la profondeur de tes questions, la profondeur de cet échange. Ça fait vraiment du bien. Ça m'a aussi challengé sur certains aspects. Et donc, je te remercie vraiment pour ce que tu fais. Avec joie. Public, les infos dans la description. À la semaine prochaine. À bientôt. Waouh, mais quel plaisir de partager cette discussion avec ce praticien, cette praticienne. Et quel plaisir de te partager ça. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis surtout, rappelle-toi, les émotions, l'inconscient, c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas et elles sont rudement importantes pour son développement. Alors prends soin de tes racines.